Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Je reconnais Marie Stourne, avec qui j'avais travaillé il y a très 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 longtemps Voilà. sur Orléans, quand je bossais à Aide. Mais bon, voilà. Ah, mais Euh, oui, ça y est, j'y suis. Mais oui, voilà, voilà. des bons souvenirs, Euh, Pardon? des bons souvenirs. Oui, très très bon, très très bon. Le consentement. D'où je parle déjà, moi, donc je travaille au planning familial depuis 15 ans maintenant sur Orléans. En tant qu'animateur conseiller conjugal. Et justement, j'ai fait mon mémoire de CCF sur cette question du consentement parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me déplaisait dans cette notion, quelque chose qui était pas complètement exploré, qui manquait vraiment un peu à la réflexion autour de ce concept. Voilà. Du consentement. D'autant que c'est devenu aujourd'hui un petit peu presque l'alpha et l'oméga d'une bonne sexualité. Alors quand je dis bonne sexualité, c'est au sens sexualité non sans coercition, sans pression, etc. C'est vraiment, tant qu'il y a du consentement, c'est bon. Et en regardant un petit peu plus précisément la définition de consentement, bah, j'ai trouvé que c'était déjà, rien que sa définition pose un souci. Consentir, ça veut dire simplement accepter. On accepte quelque chose, on donne son accord pour que quelque chose se fasse. On consent à l'impôt, on consent dans plein de situations de la vie de tous les jours, sans pour autant, comment dire, sans pour autant désirer faire telle ou telle chose. C'est une acceptation, c'est je donne mon accord pour que les choses se fassent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai consenti à participer à ce webinaire. C'est une situation qui me met toujours un petit peu mal à l'aise, comme ça, de parler devant du monde, même si c'est virtuellement. J'y ai consenti. Ça ne veut pas dire que j'en avais super envie, j'y ai consenti. Parce que j'ai été pris dans un truc, une forme de, je sais pas, de pression, de difficulté à dire non, etc. Donc ça, c'est des choses qui me sont internes. Mais voilà, j'ai consenti à cette présentation. Et donc, rien que déjà, avec ce petit bout-là, on peut se rendre éventuellement compte de la limite déjà de la question du consentement. Et puis, quand je faisais mon mémoire, je réfléchissais aussi au fait que donc, le planning familial est une association féministe. Et donc, on part du principe qu'on vit dans une société qui n'offre pas les mêmes possibilités de liberté entre les femmes et les hommes, que l'égalité, elle est loin d'être acquise, qui a donc, nous sommes, alors je dis nous, je parle en tant qu'homme, nous sommes, nous, dans une position de domination, hein, sur tout un tas de plans économiques, juridiques, etc., etc. Notre expérience de la société est diamétralement différente sur plein de points de celle des femmes, et nous sommes donc en position de domination. Et après, je me suis dit, mais si nous, on est en position de domination et que les femmes sont en position de soumission, on peut se poser la question, de manière générale, c'est que vaut le consentement des personnes dominées? Est-ce que quand on est dominé dans la société, est-ce que notre consentement est libre, plein, entier, enfin tel qu'on aimerait qu'il puisse s'exprimer? Il ne me semble pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même tout un tas de déterminismes qui font que parfois le consentement euh, est vicié. Voilà. Dès le départ, il est vicié parce que structurellement, nous ne sommes pas sur un pied d'égalité. Alors, pareil, je vais limiter mon propos à la, comment dire, euh, la sphère hétérosexuelle. Hein. Je n'ai pas trop réfléchi ni trop regardé un petit peu ce qui pouvait se faire, comment ça pouvait être réfléchi avec d'autres sexualités. Moi, c'est vraiment dans la question de la relation femme-homme et dans la sphère de l'hétérosexualité. Donc, pour reprendre un petit peu le truc, voilà, quelle est la marge de manœuvre qu'ont les personnes dominées
pour pouvoir exprimer un consentement plein, entier, etc. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le début de ma réflexion. D'autant que voilà, des expériences de rencontres via le taf avec des jeunes filles qui étaient dans des situations où elles avaient des relations avec des gens plus âgés, donc des jeunes filles de 14-15 ans, avec des gens de 18, 19, 20 ans, où clairement, voilà, ça posait un souci. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un souci qui se pose, ne serait-ce que la loi, en tout cas avant. Il y a quelque chose qui me posait un gros souci. Et dans le même temps, il y avait le discours de ces jeunes filles qui disaient, non, mais c'est bon, je sais ce que je fais, je suis avec quelqu'un qui me respecte, etc. Et donc, moi j'étais dans une position que je trouvais compliquée, c'était, ok, je t'entends, tu me dis que tu es libre et que tu te sens respecté dans cette relation, mais il y a aussi cette histoire de la loi, et puis est-ce que tu es vraiment libre de ce que... Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qui faisaient des gros nœuds dans ma tête, qui faisaient que, voilà, moi, cette question du consentement, je la trouvais un peu biaisée. Ce qui m'a aussi fait pas mal réfléchir, c'était la question de, toujours dans la situation dans les situations hétéros, c'est la question du script un petit peu stéréotypé, de la rencontre entre un homme et une femme, où voilà, il est plutôt admis que c'est aux hommes de proposer une rencontre, éventuellement d'initier ou de demander de la sexualité. Il y a tout ce qu'il y a derrière aussi, hein, du supposé besoin sexuel des hommes, etc. Et donc voilà, la demande sexuelle, la demande sexuelle serait, en tout cas, c'est comme ça que c'est attendu, en tout cas, serait plutôt masculine, ce qui fait que si la demande est plutôt masculine, ça veut dire que l'acceptation ou la non-acceptation est plutôt du côté des femmes. Donc, ça veut dire que la question du consentement repose dans une grande majorité chez les femmes. Voilà, j'en suis là-dessus dans mes réflexions. Et que nous avons peu l'occasion de réfléchir à ça, pour nous. Peut-être que c'est une expérience, voilà, c'est une expérience qu'on n'a pas ou peu à faire d'avoir à consentir. L'autre, un peu dans le même ordre d'idées, ce qui moi me fait un peu bugger, c'est la question de la place du désir et de la légitimité du désir. C'est toujours un peu dans le même ordre d'idées, c'est que encore une fois, il est plutôt attendu que ce soit les hommes qui soient nous avons une marge de manœuvre, une marge de liberté plus grande pour exprimer notre désir, là où une femme aura peut-être, alors une fois c'est peut-être caricatural et stéréotypé, mais comment dire, c'est comme ça que ça se passe dans la société, il me semble, que l'expression du désir pour les femmes, il est de manière générale beaucoup moins légitime que pour les hommes. Concrètement, voilà, je suis tombé hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur une étude. Alors, c'est pas très probant hein, comme truc, mais il n'y a pas grand-chose qui existe là-dessus, j'ai trouvé, sur les attendus au niveau de la drague. Il est attendu, voilà, dans les personnes qui étaient sondées, donc c'était des femmes qui étaient sondées, 90% d'entre elles, des personnes sondées, disaient que voilà, c'est aux hommes de faire le premier pas. C'est aux hommes d'initier la rencontre, c'est aux hommes d'initier le rapprochement. Donc, hein, ça vient corroborer ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, si c'est nous qui sommes dans la demande, c'est les femmes qui sont dans l'acceptation, le consentement ou pas. Donc, encore une fois, le consentement, ce n'est pas quelque chose que nous sommes, nous, amenés à nécessairement expérimenter. Attendez, oui Nadine? Oui, je garde la place là. Excusez-moi. Non.
désolé. Et l'autre, même notre langage, on a des expressions comme ça, hein, l'homme propose, la femme dispose. Voilà, clairement, je trouve que ça illustre bien cette idée-là que la demande est masculine et l'acceptation, le consentement, pour ça comme vous voulez, est plutôt du côté des femmes. Et l'autre, comment dire, ce qui vient un peu corroborer tout ça et puis apporter du poids à cet argument-là, c'est que pareil, la marge de manœuvre qui est laissée aux femmes, encore une fois, c'est pas d'être désirante, mais c'est d'être désirable. Toute une stratégie et comment dire, toute une stratégie, on va dire ça comme ça, pour que la seule place qui soit dévolue aux femmes soit celle d'être désirable. On le sait bien, une femme qui serait trop désirante, on l'entend, très très souvent, on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Une fille qui serait trop entreprenante, etc. Voilà, elle reste encore et toujours très mal vue. Hein, le stigmate de pute, de fille facile, etc. est encore très largement utilisé, là où un garçon qui, lui, exprimerait, draguerait, enchaînerait les conquêtes, etc., serait quand même plutôt bien vu. Donc, il y a quand même une pression, une forme d'interdiction qui pèse sur les femmes dans l'expression et dans la légitimité tout au moins du désir, de leur désir. En fait, moi, pour continuer un peu dans cette idée-là, c'est, comment dire, le consentement, je le mets toujours entre deux autres mots. C'est notamment l'objet de comment s'appelle, de cette petite communication là. Voilà, je dis toujours que voilà, céder, consentir, désirer. Céder, bon bah c'est clair, hein, on cède parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a de la coercition, parce qu'il y a de la menace, etc. Et là clairement on est du côté de l'agression. Consentir, c'est le mot qu'on emploie habituellement. Et enfin désirer, qui est peut-être là vraiment le truc qu'il faudrait permettre l'expression pleine et entière. Et en mettant ces trois mots ensemble, hein, céder, consentir, désirer, moi je trouve que ça met vraiment en lumière cette idée-là que le consentement, en fait, on a la moitié du chemin, que pour que on puisse mettre un petit peu, enfin, qu'il n'y ait plus, comment dire ça, je suis un petit peu embrouillé dans ma tête. En plus, j'ai les collègues qui me regardent. C'est gênant. Non, je mets la main pour ne pas te voir. Voilà, céder, consentir, désirer. Voilà, moi, je trouve que ça avait vraiment en lumière cette idée-là que cette idée de consentement et la moitié du chemin est fait et que tant que une véritable égalité femmes-hommes ne sera pas acquise, pleine et entière, on se contentera de consentir. Je trouve que voilà, se contenter du consentement, c'est un chemin à moitié fait. Cette réflexion-là, moi, je la partage souvent avec des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs, qu'on reçoit ici au planning familial. Et clairement, beaucoup de jeunes filles nous disent qu'elles consentent à des pratiques, à des trucs dont elles n'ont pas envie, mais elles ont une pression, elles se mettent une pression sur la sexualité, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'elles ont. Elles ne sont pas toujours très sûres de ce qu'elles ont réellement envie. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager sur cette question du consentement. Je n'ai pas de solution, si ce n'est une solution à très long terme,
de l'éducation, réfléchir avec les gens, avec les jeunes, avec les personnes qu'on accueille, qu'on écoute, qu'on accompagne sur quelle est leur marge de liberté, leur marge de manœuvre, etc. Pendant, je vais faire un coq à l'âne, mais ça me fait penser à ça. Pendant très très longtemps, on nous a demandé d'intervenir pour apprendre aux jeunes à dire non. Je trouve que c'était un peu biaisé. C'est pas, le problème, il n'est pas de dire non. Le problème, il est de l'entendre, le non. Et ça c'est vraiment du côté plutôt je crois, en tout cas, c'est plutôt du côté des garçons qu'il faudrait apprendre à dire non. Et peut-être aussi apprendre aux filles, mais c'est une autre partie, à dire oui, à savoir dire oui, à savoir dire c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai envie, etc. Donc, c'est quelque chose qui émerge, on le voit de plus en plus parmi des jeunes générations. Hein, il y a clairement il y a un clivage générationnel à ce niveau-là, mais c'est encore quelque chose, un gros travail à faire autour voilà, la possibilité d'exprimer son désir, de ce qu'on a envie, etc., pour ne pas se contenter de consentir, hein, donc voilà, ne pas se contenter d'accepter des situations que nécessairement on ne souhaite pas, on n'a pas envie de vivre, quoi. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Des questions? Merci déjà, c'était clair. Quelqu'un qui Non, je voulait... ne pense pas que c'était très clair, mais c'est pas grave. Ben, plus que ce que tu penses, j'ai appris des choses. Effectivement, l'idée, c'était que ce soit quand même interactif. Si vous voulez, présentez-vous comment vous définiriez, vous, le consentement ou échanger sur des situations qui ont pu vous mettre en difficulté ou au contraire sur des solutions que vous pouvez avoir mis en place et qui pourraient faire bénéficier les autres. Voilà, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes concernées dans les personnes qui sont présentes. Faut se lancer, essayer de prendre la parole. Ou pas. Alors, je vais prendre la parole. Alors, je ne suis pas Cédric, mais je suis Diane. Je suis la personne qui remplace Cédric Desmonteaux-Femmes, poste de coordinateur administratif et financier à Orléans. Moi, je voulais regarder un petit peu effectivement comment ça se passe et j'étais un petit peu touchée et sensible par rapport au sujet parce que avant d'être à ce poste-là, j'étais bénévole. Et Vincent, je ne sais pas s'il se souvient, on avait eu une formation un week-end en septembre. On nous avait demandé de décrire le féminisme et donc j'étais venue en disant bon, je vais partir sur le consentement. Donc j'ai eu un petit discours en disant le consentement pour moi ça reste quelque chose de c'est un vaste sujet parce que oui effectivement on peut dire oui ou non, mais effectivement je pense que de savoir ce qu'on veut, je pense que c'est le plus important. Et là, c'est marrant parce qu'il y a eu un espèce de... Alors moi, je l'ai ressenti comme ça. Je ne sais pas effectivement si ça s'est joué un peu comme ça, mais on a tout de suite rétorqué, mais tu ne connais pas la théorie de la tasse de thé? Non. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis nulle. Et en fait, quand je suis rentrée, je l'ai regardé et je n'ai pas été plus convaincue parce qu'effectivement, je pense que le consentement, c'est quelque chose d'assez sensible. Et tout se joue, en fait, selon la communication qu'on a avec son partenaire. Et c'est vrai que je pense que c'est un sujet. Alors oui, il faut consentir, mais il y a tellement de nuances et il y a tellement de subtilités d'une personne à l'autre. Effectivement, comme disait Vincent, on peut consentir parce que on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Et donc, oui, je veux bien, mais des fois, on ne sait pas forcément. C'est un consentement un peu forcé quand même, quoi. Alors, je ne sais pas, Vincent, si tu te souviens de cet épisode quand on avait... Et c'était marrant parce qu'on avait l'impression que c'était... Alors moi, j'ai 48 ans, et c'est toutes les jeunes qui se sont à un moment, entre guillemets, révoltées en disant, mais comment ça? Non, ça veut dire non. Oui, je sais que non, ça veut dire non, mais voilà. Pour moi, il y avait des nuances, et après, on en a discuté vite fait avec Vincent, mais c'est vraiment un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Ouais, d'autant que la question de la pression, de céder, etc., elle est aussi sans doute très, très, très fortement socialement construite, quoi. Dans un couple,
on s'attend à ce que, c'est comme ça, encore une fois, c'est ça qui, il me semble, hein, ce qui est attendu, c'est que ce soit à la femme de prendre soin du couple, de prendre soin de la relation, etc. Et que la sexualité fait partie de se prendre soin d'eux. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est aussi une espèce d'injonction interne. Ça ne vient pas nécessairement du partenaire, hein, mais ça vient de ce qui est attendu de la socialisation, enfin, du fait de la socialisation des femmes, c'est ce qui est attendu. Tu dois prendre soin, et la sexualité fait partie de se prendre soin, donc, eh ben, consent à ce qui se passe, et puis tout le monde sera content, et puis c'est pas si grave si de temps en temps, bon, bah, t'en as pas envie, il faut se forcer. Donc, voilà, c'est clairement des discours qu'on entend encore très, très, très fréquemment, bon, bah voilà, il faut se forcer un petit peu. Voilà, je suis toujours un petit peu gêné parce que je peux me dire aussi, ouais, mais après, on peut aussi avoir envie de faire plaisir à l'autre. C'est pas un désir illégitime d'avoir envie de faire plaisir à l'autre, même si pour soi, c'est pas quelque chose qu'on a envie à ce moment-là, mais on peut avoir aussi ce désir-là. Donc, voilà, je pense que c'est bien plus compliqué que le consentement, c'est oui ou non. C'est bien plus compliqué que ça. C'est la délibération de soi à soi pris dans un entrelac complexe d'injonctions, d'interdictions, d'autorisations, de tout un tas de choses qu'on a toutes et tous, mais il me semble que c'est quelque chose qui pèse beaucoup, beaucoup plus fortement du côté des femmes que du côté des hommes, quoi. D'autres questions? Marie, si tu n'as pas des questions ou des réflexions? Tiens, mets ton micro. Ah, j'étais sûre qu'il allait me… Bah, D'abord, je voudrais remercier Marie qui a tout fait pour que je puisse me connecter. Voilà, je suis plus du tout de la région, mais ça me fait très plaisir d'être en connexion avec vous, avec Orléans, où j'ai un peu traîné mes baskets de la prévention pendant des années au réseau Ville-Hôpital SIDA 45, voilà. Et j'ai des bons souvenirs de l'équipe de Tours avec Jean-François Dailloux, entre autres, que vous saluerez pour moi. J'y manquerai pas. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Non, il y a plein de choses à dire, effectivement. Alors, moi, je suis à Bordeaux, donc je suis à Bordeaux Ville sans Sida et je coordonne encore les actions du collectif SIDA 33. Je suis entourée de jeunes, et ça, j'en suis ravie, qui sont sur les chemins de la prévention et c'est bien. Moi, j'ai fait le choix, vu mon âge certain et très certain, de plus aller sur le terrain rencontrer les jeunes parce que je trouve qu'il y a un décalage certain. J'ai un petit-fils de 25 ans, éducateur spécialisé, donc ça renvoie à une certaine réalité qui me fait que je me mets en retrait, si je puis dire, quand on parle de retrait. Oui, mais bon, tout est imagé, tu peux rigoler de ces questions-là, voilà. Alors, dans mon expérience sous Orléans, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis cofondatrice et j'ai travaillé au CASSIS, qui est le centre de planification, alors maintenant centre de santé sexuelle. On pourrait d'ailleurs faire un sujet sur la question de la santé sexuelle. Je suis quand même très étonnée à l'heure actuelle, tous ces centres qui spontanément, génération spontanée, se sont appelés centres de santé sexuelle, sans vraiment savoir ce qu'on mettait derrière ce terme, j'ai envie de dire, sans avoir forcément l'ébauche d'une sensibilisation, je ne parle même pas de formation. Voilà. Mais j'ai toujours eu un esprit un peu critique et avec l'âge, on ne s'avance pas, on ne s'arrange pas. Donc au CASSIS, c'est un centre de planification des naissances avec des consultations, etc. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de terrain là-bas, en prévention et en consultation. Voilà. Ce qui me revient un peu en mémoire, hein, Vincent, en t'écoutant, c'est ce qu'on entendait beaucoup de quelque chose qui était du côté du chantage affectif. C'est-à-dire, si tu tiens à moi, il m'a dit, elles arrivent en pleurs, ça va pas, quoi, ça va pas, elles sont pas bien. C'est des souvenirs très, très présents chez moi. Voilà. Je sais pas vous devez travailler beaucoup avec les boîtes de Kleenex, j'imagine. Voilà. Par ailleurs, parenthèse, j'ai été pendant 10 ans ici présidente de l'association qui accompagne les personnes en situation de prostitution.
Ça a été encore une expérience. C'est les Kleenex qui m'y font penser parce que les riverains se plaignaient qu'on retrouve des capotes et des Kleenex dans certains quartiers bordelais et ça continue. Oui, donc ce chantage affectif, cette pression qu'elles ont, ben si, il m'a dit, mais tu sais, si tu m'aimes, si tu tiens à moi et si tu m'aimes. Et ça, je crois que ce mot « si tu m'aimes », enfin, cette expression « si tu m'aimes », c'est un côté un peu magique qui fait que elles peuvent pas résister, quoi. Elles peuvent pas résister. Si tu m'aimes, si tu tiens à moi, et ben tu vas le faire, quoi. Tu vas le faire. Alors, j'ai pas dit tu vas accepter parce que ce qu'elles disent, c'est qu'elles n'étaient pas prêtes. On est bien d'accord, voilà. Sur la question du oui et du non, je te rejoins, Vincent, effectivement que c'est un peu simple de résumer les choses à la question du oui et du non, mais je me permets de dire que parfois, souvent, c'est bien de réaffirmer, de redire et de leur redire. Alors là, je parle plus des filles, c'est vrai, mais les garçons, il faut qu'ils l'entendent aussi. Moi, je suis grand-mère, donc j'ai 2 petites filles, 4 petits-fils, donc je tricote avec tout ça, voilà. Qu'on a le droit de dire oui, je suis d'accord, je suis consentante, qu'on a le droit aussi de dire non. Ceci dit comme ça, à froid, dans une vidéo, etc., c'est facile, c'est facile. Quand on est dans cet échange fusionnel, voilà, voir un coup de foudre, etc., que sais-je, voilà, ce qui est, j'espère, toujours possible, c'est encore autre chose, voilà. Mais parfois, pour certaines, c'est bien de pouvoir leur dire qu'elles ont le droit de dire oui et le droit de dire non. Voilà. Sur la question du chantage, alors ça, oui, je te rejoins complètement. Le chantage à l'amour est très, très puissant. Ce qui émerge aussi, c'est le chantage au nude, enfin à la photo, etc. J'ai une phrase que j'ai entendue qui m'a vraiment profondément choqué de la part d'un élève en troisième, donc troisième, 14 ans, hein, qui nous disait avoir une photo dans son portable, c'est avoir une balle dans le chargeur. Ah oui, c'est. Je trouve que c'est très très bien imagé et c'est d'une violence terrible quand même, hein, de comparer ça à une arme. Voilà, c'est une arme de chantage. Avec ça, je vais pouvoir obtenir des choses que je veux. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec, enfin moi je sais pas, mais j'ai pas de solution. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Une jeune fille qui entend ce genre de choses, ok, il faut espérer qu'elle puisse ait le courage de dire non, etc., de dénoncer ce genre de choses, mais malgré tout, ça risque d'être très, très, très compliqué pour elle, et surtout la vision que ce garçon-là, mais c'était partagé par d'autres dans la classe, hein, la vision que ce garçon-là avait de la façon dont on peut rentrer en communication et en relation avec quelqu'un. C'était quand même assez flippant. Une balle dans le chargeur. Je ne sais pas si vous vous rendez, enfin j'imagine bien que vous vous rendez compte de la violence du propos. Absolument. Mais enfin, je sais pas si non, ça va pas à voir, mais c'est un truc qu'on aime bien aussi questionner sur la, enfin, juste vraiment pour illustrer à quel point la pression, la pression est très très forte sur les filles. Moi, j'aime bien questionner sur la première fois. Alors, la première fois, il faudrait définir ce que c'est, etc. Mais bon, on va rester hétérocentré, etc. Sur les inquiétudes qu'il peut y avoir lors d'une première fois. Si tu demandes à des filles, tu peux très rapidement avoir une dizaine d'inquiétudes différentes. Alors, elles ne sont pas toutes au même niveau, elles n'éprouvent pas toutes ces inquiétudes-là, mais ça va être, bon, bah, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais saigner, est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Si maman savait, ah oui, ah oui, ou papa, ou le grand frère, est-ce que je ne risque pas de tomber enceinte? Est-ce que je ne risque pas de me choper une IST? Est-ce qu'il ne va pas le dire à tous ses potes? Est-ce que je ne risque pas d'avoir une réputation dans tout le collège ou dans tout le lycée? Est-ce que mon corps va lui plaire? Et la question des complexes est quand même hautement sensible à cet âge-là. Voilà, donc moi j'ai fait le calcul, enfin vite fait, j'ai compté, hein, ça fait à peu près 9 inquiétudes différentes
vécues par les filles. Et tout ça, ça conditionne quand même, enfin, je pense, l'entrée dans la sexualité. Parce que nous ne vivons pas, on ne vit pas, enfin, et quand encore une fois, on questionne les garçons, ça ne vient pas de notre cerveau à nous, hein, ici au planning, c'est des questions et des témoignages qu'on a. Les inquiétudes des garçons, ils sont plutôt du côté de inquiétudes. Elles viennent bien après. C'est principalement les inquiétudes narcissiques. Là où pour les filles, il y a vraiment une inquiétude autour de quel impact la sexualité va avoir, bon, pour moi individuellement, mais aussi par rapport au regard des autres. Elles savent pertinemment qu'il y a le risque d'un regard qui va changer, ou elles présupposent un regard qui va changer et qui va devenir négatif. Ma mère va me voir autrement. Et on entend des jeunes filles qui se font insulter de pute par leurs parents parce qu'elles ont un petit copain, etc. Donc, vraiment, clairement, l'impact de la sexualité pour les filles est autrement plus, enfin, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais autrement plus lourd que pour les garçons. Et tout ça, ça participe je crois, à la difficulté de l'expression du désir, de qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux pour moi, comment je peux dire non, à quel moment je peux dire oui, etc. Tout ça, ça participe à brouiller ouais, la possibilité de vivre une vie sexuelle tranquille, apaisée, enfin, voilà, sans drame particulier, quoi. Des questions? Oui, mais je te rejoins. Enfin, on ne va pas faire un dialogue tous les deux. Là. Moi, je suis un peu ancienne combattante, là. Les garçons, quand même, ils sont bourrés d'inquiétudes. Hein. Moi, j'en reste persuadée. Parce que, en plus, tu as parlé des IST et l'arrivée du sida, il y a eu cette injonction quand même qui a été faite autour de la capote du préservatif. Et là, je me souviens, hein, j'étais sur le terrain, comme c'est compliqué pour eux, quand même, pour la première fois, de se dire est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que c'est ça pour eux. Est-ce que je vais être à la hauteur au regard de tout ce que j'entends, de tous mes copains qui. Pour les filles, c'est pareil aussi. Hein. Il faut leur apprendre à relativiser les choses. Hein. Entre celles qui disent « moi, j'ai kiffé, c'était extraordinaire, pris mon pied » et autres, et l'autre qui se dit « putain, moi, c'était pas bien du tout et tout ça, je suis pas bonne ». Les garçons, c'est pareil. Hein. Je veux dire, ils sont bourrés d'inquiétude. Et puis, il y a la question de bander, débander. Hein. C'est évident que pour eux, c'est compliqué. Voilà. À voir avec la pression donc, des copains. Alors, en plus, ce qui est en plus maintenant, ce que vous avez, vous, acteurs du terrain, et actrices à prendre en compte, c'est la question des médias, des réseaux sociaux, etc. Ce qui n'existait pas, moi, quand j'étais sur le terrain il y a quelques années. Voilà. Donc, ça reste quand même angoissant pour eux, angoissant. J'en suis persuadée. Avec un côté performant, quand même, de la performance qui doit normalement devrait arriver. Voilà. Tout à fait. Bon, d'autres questions, d'autres réflexions? Quand même. Oui. Bien. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis Marie-Cécile Martin-Gabier, je suis sage-femme libérale près de Tours. Donc, je suis amenée à avoir des populations de différents âges au sein de mon cabinet. Je ne sais pas si c'est une question que vous avez abordée, parce que je vous ai pris un tout petit peu en retard. Je trouve aussi qu'il y a une question de consentir, mais à quoi? En particulier, on parle des premières fois, c'est compliqué de consentir à quelque chose dont on n'a pas tout à fait idée de ce que ça pourrait être. En fait, finalement, il y a un consentement à tenter des choses. Et l'impression des fois aussi que c'est l'idée de sauter du plongeoir, quoi, en fait, elles ne savent pas trop. Je pense aux femmes, parce que moi, je vois essentiellement des jeunes filles et des femmes. Mais il y a un petit peu cette idée de faut bien se lancer. En fait, je ne sais pas vraiment à quoi je me sens. Ce qui d'ailleurs se retrouve dans ma pratique à un autre moment où on parle beaucoup de consentement actuellement à travers les violences obstétricales et gynécologiques. Je le vois en préparation à la naissance où j'axe beaucoup sur le projet de naissance, le consentement, les valeurs de chacune et qu'est-ce qui compte pour elle, etc.
Et on voit bien la différence entre les femmes qui accouchent pour une première fois ou celles qui n'accouchent pas pour la première fois, qui elle-même, voilà, il y a vraiment un discours un peu parallèle dans le sens de, en même temps, c'est que quelque chose que je m'imagine et j'ai pas tout à fait, voilà, je sais même pas à quoi je consentirais ou je consentirais pas, et puis pourquoi je m'opposerais à l'une ou l'autre pratique ou je questionnerais telle chose. Là, en plus, face à un sachant, donc il y a encore une asymétrie. Voilà, donc voilà, je disais juste, c'est marrant, je vous écoute, et puis j'ai pas encore entendu parler de ça. Voilà. Alors, je suis d'accord sur consentir à quoi, je ne sais pas à quoi je m'expose et je ne sais pas ce que je vais vivre, etc. Ça n'empêche qu'il me semble qu'il y a tout un tas de choses qui, enfin, elle ne, alors bon, toujours, je vais dire elle aussi, elle n'arrive pas vierge lors de la première fois. Vierge, elle n'arrive pas vierge de représentation. Elle n'arrive pas vierge de croyance, elle n'arrive pas vierge d'appréhension, elle n'arrive pas vierge peut-être de fantasme, mais elle n'arrive pas vierge au sens où on en discute, la sexualité se discute énormément dans la société, alors en bien, en mal, je ne sais pas, mais elles arrivent aussi avec les croyances familiales, le discours familial, donc elles arrivent avec tout un cortège de représentation autour de ce que doit être la sexualité, de ce que il paraît qu'il faut faire ci, il paraît qu'il faut faire ça, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Donc, c'est pas table rase en fait quand elles j'ai l'impression, hein, quand elles arrivent pour la première fois dans un lit, au mieux, avec leurs copains. Il me semble que voilà, elles arrivent avec tout ça quand même, quoi. C'est pas table rase, quoi. C'est pas vierge de représentation, d'attente, d'inquiétude, de crainte, d'espoir, de tout un tas de choses comme ça. Pareil, j'imagine, ça c'est votre expérience, qu'une femme qui accouche, elle a entendu aussi ses copines qui ont dit ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, sa mère qui lui a dit ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça. Enfin, elles arrivent avec tout ça, donc elles sont pas. C'est une expérience qui va être vécue pour la première fois corporellement, mais qui a été vécue et revécue et revécue psychiquement, peut-être depuis des mois, des années, etc. auparavant. Et après, ça vient se confronter à la réalité de ce que le corps va vivre, de la façon dont vous allez l'accompagner, etc. Et aller peut-être à l'encontre de certaines représentations, certaines croyances et tout ça. Mais voilà, on n'arrive pas vierge, en fait, dans une expérience. Enfin, je ne crois pas, quoi. Est-ce que c'est en lien avec votre réflexion, ce que je dis là, ou je suis complètement d'accord? C'est intéressant. Alors là, il faut plus de temps pour. Voilà. Ok. D'autres? C'est marrant parce qu'en fait, on a tous vécu, toutes et tous vécu des situations en lien avec le consentement et c'est quand même difficile d'en parler. Je me disais que c'était intéressant qu'il y ait une sage-femme là, autour de la table, parce qu'il me semble quand même votre cœur de métier, moi j'adore les sages-femmes, voilà. C'est le cœur de métier, vous êtes quand même, parce que vous accompagnez la femme souvent. Alors, pas qu'autour de la grossesse d'ailleurs maintenant, et moi je suis ravie qu'il y ait cet élargissement autour de la contraception, entre autres, etc. Mais au plus fort de leur vie intime, et je pense quand même que vous devez recueillir souvent beaucoup de confidences et de secrets qui n'avaient jamais été dévoilés. Enfin, je le sais. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Corinne Villard à Orléans, voilà, la sage-femme de l'hôpital, mais je sais qu'elle a pris sa retraite. C'était pour vous, donc, je ne sais plus votre prénom. Marie-Cécile. Marie-Cécile, voilà. Non, mais je retrouve beaucoup dans le discours de, voilà ce que vous disiez tout à l'heure, Vincent, hein, de vouloir faire plaisir à l'autre, vouloir tenter quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi. Voilà. Parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que Marie-Claire a titré là-dessus, parce que Elle voilà. plus trop Marie-Claire. Pardon? Je n'ai pas entendu? Elle lise plus trop Marie-Claire. Oui, enfin bon, en tout cas, bon, j'ai Instagram, vous voyez, voilà. Et par exemple, je trouve ça hallucinant ce sur quoi on tombe sur Instagram, quoi, autour de la sexualité. Alors, ça reste, il n'y a aucun contenu pornographique parce que c'est interdit par la plateforme, mais il y a quand même
des injonctions autour de pratiques sexuelles qui, il me semble, arrivent dorénavant beaucoup plus tôt qu'à notre époque dans la sexualité des gens. La question de la sodomie, par exemple, il me semble, c'est quelque chose qui est fréquemment, enfin, en tout cas, c'est clairement quelque chose que les jeunes connaissent très, très, très tôt. Alors, peut-être pas en expérience, mais tout au moins le mot est connu et savent ce que c'est, etc. Et il me semble, alors peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus tôt que dans les générations précédentes. Voilà, est-ce que c'est l'expression du désir des personnes d'essayer cette pratique-là, ou c'est parce que, voilà, on n'a pas parlé de la pornographie, quel est l'impact de la pornographie sur les nouvelles pratiques, sur ce qui doit être fait, tenté ou pas, etc., ce qui est cool, ce qui est ringard. Voilà, le chantage autour de la ringardise, autour de la coolitude liée à la sexualité, c'est aussi quelque chose c'est aussi une stratégie. On avait pour un moment, on questionnait aussi pas mal les garçons et les filles sur, selon vous, quelles sont les stratégies que des garçons peuvent déployer pour obtenir le consentement de leur partenaire. Et en classe, hein, les garçons et les filles levaient la main et disaient, voilà, faire boire, faire du chantage affectif, menacer de larguer, etc. C'était parfaitement connu entre eux, ils en parlaient, c'était libre dans la discussion sur comment on obtient le consentement de quelqu'un. Alors, ce n'est pas du consentement, bien sûr, hein, là, il y a de la coercition, une forme de chantage, mais ça n'empêche que c'est des choses qui se disent entre eux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas vierges. Personne n'arrive vierge dans une expérience. Il n'y a que le premier homme qui a fait du vélo qui peut éventuellement être vraiment vierge. Mais après, il a raconté à ses potes comment on faisait du vélo, et ses potes ont fait du vélo avec la connaissance de celui d'avant. N'importe quoi, du vélo. D'autres trucs? Ça déborde. En fait, le consentement, c'est pour ça que c'est toujours, enfin, pour moi, c'est toujours une difficulté de discuter de ce truc-là. Enfin, parce que ça déborde obligatoirement. On peut pas se contenter. Enfin, on peut faire une approche juridique, ok, ça marche, mais obligatoirement, ça déborde largement au-delà de accepter ou pas. C'est beaucoup, beaucoup plus large. C'est une notion qui renvoie à beaucoup, beaucoup de choses qui nous animent tous et dans lesquelles on baigne tous et qui nous déterminent tous et toutes quoi, sur qui on est et la façon dont on peut relationner les uns avec les autres, les unes avec les autres. Quoi. C'est vrai que c'est un sujet compliqué, passionnant, mais compliqué en fait, en vrai, très compliqué, cette question-là. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres personnes. Non. Bien. Je veux bien contribuer un petit peu aux échanges. C'est une question pour toi et pour les autres acteurs de terrain. Je sais que c'est un peu plus compliqué maintenant. Est-ce que vous arrivez quand même toujours à travailler sur ces questions, consentement, les questions sur la sexualité avec les jeunes dans un cadre de mixité? Parce que je me souviens encore, je me souviens d'interventions dans un collège de l'Argonne à Orléans, il y a quelques années, où c'était compliqué et où il avait fallu séparer les garçons des filles, voilà. Parce que sinon, le constat qu'on faisait souvent dans des classes, c'était que les filles étaient quelque peu mutiques sur ces questions-là, sur le sujet globalement, parce que les garçons prenaient trop de place, prenaient le pouvoir, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas comment vous pratiquez. Et est-ce que vous arrivez... Alors, il y a des programmes ici à Bordeaux, mais je vais pas, qui ont pu être développés, entre autres par le Cassis, hein, peut-être que le planning aussi, d'avoir des séances en continu de la primaire jusqu'au collège. Voilà. Et en mesurant effectivement ce que ça apportait en progression. Le Cassis a présenté ça à son assemblée générale, je trouvais que c'était intéressant. Voilà.
Alors déjà, un programme de la primaire jusqu'au collège, c'est presque un respect de la loi, parce que la loi de 2001 sur la question de l'éducation à la sexualité parle quand même d'éducation de la primaire jusqu'à la fin du lycée. Donc, s'ils arrivent à faire de la primaire jusqu'au collège, ils arrivent presque à faire appliquer la loi, ce qui est déjà très bien. Nous, on en est très, très loin sur le Loiret. Sur la question de la mixité ou de la non-mixité, on tente. En fait, on tente. Ça dépend des établissements, ça dépend de ce qu'on nous propose. La plupart, donc, outre le fait de parler du planning, enfin des missions globalement d'un centre de santé, d'un centre de planification, appelons ça comme on veut, et de l'accès au droit, enfin, moi, nous, ce qu'on aime bien, c'est aussi donner la parole aux filles, sur ce qu'elles vivent. Des trucs tout cons, mais c'est quoi d'être dans la rue quand on est une fille? Qu'est-ce qui est vécu quand on est dans la rue et qu'on est une fille, qu'on a 15 ans, qu'on s'est acheté une jupe parce que ça fait plaisir, parce qu'il va faire beau, parce que voilà, on a envie tout simplement de vivre ce truc-là, parce que voilà, peu importe. Et des regards, enfin, et que ça puisse s'exprimer devant des garçons qui l'entendent. En fait, notre objectif, c'est de tenter de susciter une forme d'empathie, OK, voilà ce qu'elles vivent. Moi, je n'ai pas envie d'y contribuer à ce qu'elles vivent. Bah, je vais faire attention et puis je serai dans le contrôle de moi et je serai aussi dans le contrôle de potes qui peuvent éventuellement déborder. Donc, il y a ce truc-là qui nous anime. Il y a bien sûr toujours, bon, bah, voilà, vraiment tout simplement aussi les questions autour de l'anatomie, etc. Mais non, on n'a plus ces situations, que ce soit à l'Argonne ou à la Source. Alors ça, c'est des coins, des quartiers sur Orléans. On n'a plus des jeunes filles qui se bouchent les oreilles, on n'a plus ce genre de choses. On a même des jeunes filles qui sont maintenant, et donc même à l'Argonne ou à la Source, des jeunes filles, ça y va, hein, avec des fois des garçons qui n'ont plus trop justement la parole. Enfin, ils l'ont, mais en fait, quand ils l'ont, ils se reprennent derrière une volée de bois vert parce qu'elles ne se laissent plus faire. Mais non, on n'a plus ces situations-là. Par contre, ce qu'on constate là depuis, on va dire, 1 an ou 2, c'est un ras-le-bol de la part de pas mal de garçons qui, soit avant n'osaient pas l'exprimer, soit vraiment, c'est clairement maintenant qu'ils en ont ras-le-bol, presque du discours égalitaire. C'est assez nouveau, un ras-le-bol d'un discours égalitaire. Genre, bon, les féministes, elles en font trop, mais en même temps, ils sont à l'image de ce que la société dit aussi. Ils sont à l'image de ce que la société dit. Il y a quand même un discours contre ce que la société dit aussi, quoi. Il y a qui est assez présent, et donc ils sont juste le reflet de ce qu'ils entendent à la maison, à la télé, sur les réseaux, etc., quoi. Donc, mais oui, l'émergence d'un discours anti-égalité, vraiment, j'ai l'impression d'entendre un peu plus qu'auparavant. Est-ce qu'on est plus sensible? Est-ce qu'il s'exprime plus? Est-ce qu'il s'exprime plus fort? Est-ce qu'il ose enfin s'exprimer? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la réalité de… Mais en tout cas, on l'entend de plus en plus. Et vraiment, oui, des filles qui osent exprimer tout un tas de choses. Et puis, voilà, il y a ce qui émerge aussi en ce moment autour des questionnements autour de l'identité de genre, autour d'orientation sexuelle, etc. Ou les choses ouvertement qu'auparavant, avec le risque bien sûr que dans l'établissement, il peut y avoir ou dans la classe des jeunes qui sont homophobes ou je ne sais quoi. Donc, derrière, il peut y avoir des problèmes, hein, mais en tout cas, c'est des choses qu'on entend de plus en plus. Voilà. D'autres réflexions? Bonjour Lydie Audion, je suis la conseillère technique à l'inspection académique du Loiret. Je me permets juste d'intervenir sur effectivement le cadre réglementaire
parlementaires qui souhaiteraient que, effectivement, nos élèves puissent bénéficier de 3 séances de 3 séances par an sur l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, le vrai problème aussi, c'est, qui, peut faire ces 3 séances et que clairement, ça fait partie, de grandes pistes de réflexion et que finalement ces enseignants, pour la plupart d'entre eux, ne se sentent malheureusement pas formés à pouvoir faire ce type d'intervention auprès des jeunes et ça, c'est une vraie difficulté. Alors, bien sûr qu'on vous avoue partenaire, essentiellement dans le second degré, mais reste toute la problématique d'intervention sur, le premier degré et on sait pourtant que la prévention primaire, elle a, tout son intérêt dès le plus jeune âge. Alors là, pour aller dans votre sens, j'avais fait le calcul vite fait, alors un peu rapide, hein, sur, ne serait-ce que sur le Loiret, en prenant, donc j'avais demandé au rectorat de m'envoyer la liste de tous les établissements avec le nombre de classes par établissement, primaire et secondaire. Et j'avais fait le calcul avec donc, 3 séances, etc. Je crois que c'était l'équivalent, il me semble, d'au moins une vingtaine d'équivalents temps plein, 35 heures par semaine pour faire appliquer la loi. C'est ça et là, Donc, on se dit qu'on est enfin très, 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 très loin de tout ça. bien sûr, on a parfaitement conscience. Hein. On sait bien que l'idée, c'est absolument pas de dire l'éducation nationale ne fait pas son taf. C'est pas du tout ça. On sait parfaitement que de toute façon, il y a le besoin. Soit la loi est très ambitieuse, voire trop ambitieuse, et personne n'aura les moyens pour que la loi soit appliquée, soit on donne les moyens. Et voilà, je vous dis, c'est une vingtaine de personnes, au moins une vingtaine de personnes, 35 heures par semaine de septembre à juin, pour faire que le Loiret. C'est ça. Et je me permets d'intervenir. Vous avez un Cégide quand même dans chaque département. Oui. C'est dans leur mission. Donc, non, enfin. Si, tu as raison. Je ne veux pas. Tu as raison. Sur Orléans, le Cégide fait sa part. Nous faisons notre part. Il y a peut-être une ou deux autres associations qui font leur part. Le GAGN, notamment, fait sa part sur les questions. Oui, avec Bianca. Oui, encore, tout à fait. Que j'embrasse. Tout à fait. Et encore, nous, on fait. C'est très, très Loireto-centré, hein, désolé. Mais nous, on fait le bassin d'Orléans et sur un axe est-ouest, Beaugency jusqu'à parfois Châteauneuf. Mais il y a tout aussi, quand tu habites Outarville, je ne sais pas si c'est dans le Loiret, mais quand tu habites des petits bleds, etc., ça devient tout de suite très compliqué, où là les élèves ne voient personne. Alors, l'infirmière, souvent, fait quelque chose. Enfin, voilà, elles font ce qu'elles peuvent. Elles font beaucoup. Moi, je leur rends tout le temps hommage. Bien sûr, mais elles font ce qu'elles peuvent. Il suffit de passer demi-heure dans l'infirmerie scolaire, c'est inouï tout ce qu'on voit. Moi, je leur rends hommage, chapeau. C'est vrai, très juste. Mais bon, elles ont ça, elles ont la nutrition, elles ont la santé bucco-dentaire, elles ont le sommeil, elles ont... Donc, voilà, elles font ce qu'elles peuvent. D'autres réflexions? On est loin. Je disais ça aussi, Vincent, parce que derrière, outre le rectorat, l'inspection académique, il doit y avoir une volonté politique, et en particulier du département, dont c'est les missions. Est-ce que le département, après, a financé 25 équivalents temps plein, 35 heures par semaine? C'est une question. Je ne sais pas. Je voulais savoir, en te posant la question, ce n'était pas innocent de ma part, si ça avait bougé dans le Loiret. Par rapport à avant non, je pense qu'il y a une espèce de statu quo, hein, ça ne bouge pas tant que ça. Je n'ai pas le sentiment que ça ait beaucoup bougé. Bonjour, je suis sage-femme au centre de santé sexuelle à Bourges et à Saint-Amand-Montrond dans le Cher, Madame Résillia. Et je voulais juste avoir une réflexion. Vous disiez tout à l'heure que vaut le consentement des personnes dominées. Nous, on a je me suis confrontée plusieurs fois à que vaut le consentement des personnes handicapées avec un handicap mental. Ouais. Voilà. Pour tout ce qui est demande de contraception, consentement au rapport. Nos jeunes, je trouve qu'ils sont quand même bien,
qu'ils réfléchissent et que la nouvelle génération, ils sont plutôt sur un pied d'égalité. Quand on dit oui, c'est pareil pour les garçons et les filles, ils sont plutôt d'accord. Et quand vous disiez, il faut que les filles disent oui, mais il faut que les garçons disent non aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourrait axer nos interventions pour plus les faire réfléchir. Voilà. C'était Je suis tout à fait d'accord. ma réflexion du jour. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, la question de la sexualité des personnes en situation, enfin, oui, des personnes en situation de handicap. Alors déjà, c'est une des populations les plus vulnérables si on regarde notamment la question des agressions sexuelles. Hein, Et des violences conjugales. Et des violences conjugales, etc. Mais moi, je suis toujours très, très mal à l'aise avec ce sujet-là. Je sais pas. J'ai pas de, ça me fait trop de nœuds dans la tête. Je sais pas. Franchement, je suis désolé, Caroline. Vraiment, ça me fait des nœuds pas possibles dans la tête. Nous, en tout cas, au planning sur Orléans, on intervient beaucoup dans plein d'établissements où vivent ou travaillent des personnes en situation de handicap. La loi de 2002, il y a une loi en 2002 qui régit un petit peu la question de l'intimité, de la vie intime, de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap. Mais c'est un sujet sur lequel je suis, pour ma part, mal à l'aise, toujours par rapport à cette question du rapport dissymétrique qu'il peut y avoir, et puis peut-être parfois chez certaines personnes en situation de handicap, des difficultés à appréhender ma limite, la limite de l'autre, etc. quoi. Donc, je sais pas. C'est vraiment pour moi, c'est une colle, cette affaire-là. Alors, pour aller dans ton sens, nous ici, on a une personne qui travaille au CACI qui s'appelle Catherine Bouic, qui est d'UXP, mais qui a toujours travaillé auprès des personnes en situation de handicap, conseillère conjugale, etc., et qui s'est spécialisée sur ces publics-là. C'est une personne ressource et référente. Enfin, je vous donne son nom si ça vous intéresse une fois de la faire intervenir. Elle est vraiment. Vous pouvez en parler avec le planning de Bordeaux, ils la connaissent aussi. Voilà. Elle est vraiment très spécialisée sur ces questions. Comment son nom? Catherine Bouic, B-O-U-I-C. Je pourrais envoyer à la référente du Corévis ses coordonnées. D'accord. Je la vois samedi, elle vient dépister avec nous pour la journée des fiertés, je peux lui en parler. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le commentaire à droite. Ah oui, si j'y arrive alors, oui. Et sinon, par mail, ce sera parfait. Je vais te l'enverrer. Oui, je vais te donner ses coordonnées, son mail, son téléphone. Et ah bah oui, ce sera peut-être mieux alors. Parfait. Enfin, je dis ça parce que leur assemblée générale était la semaine dernière et elle a présenté son travail et avec la lenteur qui va avec, comme elle dit, mais c'est assez, enfin, voilà, c'est un exemple. Elle travaille donc dans un centre de santé sexuelle de Cassis. C'est quelqu'un qui a des kilomètres au compteur, mais qui va prendre sa retraite, malheureusement. Eh bien, Vincent, il est 14h30. Merci de ton intervention, de vos participations, et puis bonne semaine de la santé sexuelle.